génocidaire. Pour finir ensuite avec Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, et qui, dans le cadre de son association, en tout cas de ce qui le conduit dans l'intervention, permet justement de faire des enquêtes et de poursuivre certaines personnes qui ont participé à ce génocide Tutsi. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Luc. Donc moi, je vais me justifier quand même, parce qu'on peut disqualifier facilement les personnes. Donc je ne suis pas rwandais. En fait, moi je suis français, et ma formation est celle d'un psychologue. Et en fait, c'est au titre de cette formation qu'à un moment donné, ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide des Tutsis, m'a posé énormément de questions en tant que psychologue. C'est-à-dire que je me pose la même question que tout le monde, c'est-à-dire comment cela a-t-il été possible? Et in fine, comment est-il possible de tuer un proche? Pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais justement quelqu'un qu'on connaît. Et en fait, d'être psychologue, ça ne prépare pas spécialement à cette question. Parce qu'en fait, quand il s'agit d'un meurtre de masse, le psychologue, comme beaucoup d'autres, se trouve extrêmement désarmé avec ses outils théoriques qui n'ont pas du tout été prévus pour ça. Mais ça reste, et donc la question qui fait retour pour un psychologue, c'est qu'est-ce que vaut une psychologie qui ne se confronte pas à cette question? Donc, je suis français, j'ai été à plusieurs reprises au Rwanda, j'ai travaillé avec des psychologues rwandais, et en fait, quand on est étranger, ça ne donne ni un titre français ou psychologue, ça ne donne aucun titre, aucune légitimité particulière. Aucune légitimité particulière parce que, en fait, c'est bien qu'est-ce qu'on fait de sa position qui importe. Et je dirais même plus, pour être politiquement incorrect, c'est que être rwandais ne rend pas forcément le propos qu'on tient sur l'expérience qu'on a vécue plus intelligent. Ça dépend comment on en parle. Ça dépend à quel titre on en parle. Il n'y a pas plus qualifié pour parler de sa propre expérience, effectivement, de rescapé qu'un rescapé. Il n'y a pas plus qualifié pour parler de l'expérience du meurtre qu'un meurtre. La question se pose, c'est comment les gens acceptent, à quelles conditions cette expérience peut se formuler et qu'est-ce qui lui permet de se déployer. Quand on travaille à l'étranger, et moi j'ai travaillé à plusieurs reprises en tant que psychologue, et ça donne une position très particulière, parce qu'on travaille, notre matière première, quand on travaille en tant que psychologue, c'est les mots. Donc on se dit, mais comment un psychologue va pouvoir travailler dans une situation où il ne maîtrise pas la langue? Juste pour préciser, j'apprends le Kinyarwanda, je ne suis pas quelqu'un qui est un locuteur de cette langue. Par contre, le fait de ne pas maîtriser cette langue donne un avantage particulier. C'est-à-dire que tout est nouveau et tout pose question. Et qu'à un moment donné, par rapport à une langue, quand une langue nous est trop familière, elle ne nous questionne plus. C'est comme un poisson dans un bocal, il ne questionne pas son nom.
Et à certains moments, quand on est psychologue, on travaille en tant que psychologue, de travailler avec un traducteur. Et pas simplement travailler sur la simple passage du Kinyarwanda, puisqu'on est au Rwanda, au français, mais d'interroger les modalités de ce passage. Et qu'est-ce qui fait question? Et à un moment donné, les questions qu'on pose, pour aussi naïves qu'elles puissent paraître, soulèvent des fois des problèmes extrêmement importants. Alors, je ne vais pas vous dicter une science, mais plutôt essayer de vous parler des questions que justement que je me pose. Peut-être simplement les partager avec vous. Et en espérant que aussi les réponses des échos de la salle pourront enrichir cette réflexion. Pour parler de la traduction, au Rwanda, ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui est quand même assez sidérant. C'est-à-dire que quand on lit la propagande qui a précédé le génocide des Tutsis, on s'aperçoit que presque tout avait été dit. C'est comme si la scène du meurtre de masse, la justification, la négation même de ce qu'on a l'intention de faire, s'était déjà joué sur la scène de la langue, sur un théâtre très particulier, sur celui de la parole partagée. Donc, ça, c'est extrêmement sidérant. Et après, on peut quand même se dire qu'il fallait peut-être que ça se joue d'abord dans la langue, pour que ce soit possible dans le réel. Et donc, mon hypothèse, c'est que tout s'est joué dans des mots avant de se jouer dans les corps. Alors ça s'est joué dans les mots et c'est une histoire qui remonte effectivement, pas simplement dans les quelques années qui précèdent le génocide, pas simplement dans les années de ce qui a été appelé la révolution sociale, mais aussi dans la rencontre entre l'Occident, les Allemands d'abord, et les Belges ensuite, et les Français dès le début, puisque l'essentiel des pères missionnaires, des pères blancs, étaient français. Et il s'est joué quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que le blanc arrive avec une culture écrite. Et il s'installe dans une civilisation de l'oralité. Et donc, une de ses préoccupations, ça va être de collecter les traditions. C'était un des mandats des pères blancs que de collecter les us, les coutumes, et de voir aussi, pas simplement par pur intérêt intellectuel pour la cause de l'anthropologie, mais aussi parce que de connaître ceux qu'on veut évangéliser permet de mieux le faire. Et il s'est passé quelque chose de très particulier dans cette rencontre, c'est-à-dire que non seulement ils ont recueilli ces textes, mais ils les ont traduits. Non seulement ils les ont traduits, mais ils en ont fait des livres, ils en ont fait des analyses, et il s'est composé comme ça un corpus de connaissances à partir d'un regard très particulier, celui de missionnaires au Rwanda. Et ces missionnaires n'ont pas simplement été évangélisés, ils ont aussi fondé des écoles. Ils ont eu un monopole de l'enseignement pendant extrêmement longtemps. Tous ceux qui ont véhiculé l'idéologie qui a conduit au génocide, par un bout ou par un autre, sont passés par cette école, sont passés par le filtre des mots utilisés dans ces écoles.
Et c'était pas simplement une espèce de conflit. La lutte culturelle entre les traditions orales rwandaises et la tradition écrite était extrêmement inégale, puisque justement on formait des personnes qui, parce qu'ils entreraient dans la logique de la culture écrite, parviendraient au poste de culture. Ça c'est une première chose, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait les élites intellectuelles sont ceux qui ont accepté ce moule-là. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une véritable rupture culturelle dans l'organisation même des études. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'était sous forme d'internat. Ça veut dire qu'on n'était plus dans un internat. Ça veut dire qu'on était dans un huis clos. Et où un certain nombre de choses qui se sont déroulées dans ce huis clos des internats ont déjà dressé une scène très particulière avec des affinités qui se nouaient, des inimitiés qui se nouaient, des alliances, au sein même de ça, à partir de la vision des perdants de l'époque, qui avaient une représentation des Tutsis et qui avaient une représentation des Hutus. Et puisqu'on parle de mots, et de l'importance des mots, il y a bien deux mots qui sont importants, c'est bien le mot Hutu et le mot Tutsi. Le fait que ces mots perdurent donne une idée de continuité. Mais en fait, c'est pas parce qu'un mot reste inchangé que tout n'a pas changé, que tout à l'intérieur n'a pas changé. Et donc il y a quelque chose qui se joue sur la scène antérieure au génocide, qui est vraiment la scène des mots. Et ces jeunes qui sont formés là, ils vivent une identité, une assignation une assignation aussi, qui n'est pas l'assignation de la tradition, qui est l'assignation de la place où on les met et de l'avenir qu'on leur destine. Ça veut dire que pendant la période où l'Église s'appuyait sur une fraction de l'élite au pouvoir, les élèves qui étaient qualifiés ici pouvaient aller plus loin que ceux qui étaient assignés à la position de l'élite. Donc il y a quelque chose, c'est-à-dire que dans cet espace-là, il s'est joué quelque chose, c'est-à-dire une assignation identitaire. Et quand on est passé par ces écoles, ou quand on n'a pas été dans ces écoles, Hutu et Tutsi ne veulent pas dire la même chose pour les gens, pour les personnes qui ont vécu des expériences extrêmement différentes. Donc, pour en revenir à la scène des mots, il s'est passé aussi quelque chose de très particulier dans la traduction des mots Kinyarwanda pour en faire des livres en français. Il y a par exemple le mot Ubuhak. Excusez-moi, excusez la prononciation qui n'est peut-être pas très bonne. Mais on trouve à l'époque comme traduction servage. On trouve comme, pour dire chez Bouja, Mungalani, on va trouver seigneur et vassal. Là, ce n'est pas de la traduction, c'est carrément une OPA du sens. C'est-à-dire qu'on crée une autre réalité. Et les personnes qui sont à l'intérieur de cet internat vivent la réalité des livres, puisque celle des relations sociales extérieures et des traditions. Et ils se créent des convictions sur quelles étaient les relations sociales, qu'est-ce que c'est qu'être Hutu, qu'est-ce que c'est qu'être Tutsi. Donc, à la fois, l'opération de traduction de Ubuhak par servage, elle fait retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de dire servage. Ubuhak signifie ça dans la tête des gens qui l'utilisent. Et il s'est créé quand même un groupe social formé à partir de mots
qui n'étaient pas les mots de la tradition. Un groupe très particulier qui à un moment donné a été appelé, enfin que les Blancs ont appelé les évolués, simplement, et qu'ensuite, avec un regard d'analyse, on a appelé la quatrième ethnie. C'est-à-dire en fait, des personnes qui, par rapport à leur capital culturel et leurs aspirations politiques, fondaient un groupe social très particulier. Et c'est bien dans ce groupe social, je ne sais pas si la définition est pertinente, qu'il s'est joué quelque chose d'extrêmement important et qui va dominer toute la scène sociale et historique, parce que tout simplement c'est elle qui va avoir le pouvoir. Et donc les mots qu'elle va utiliser, même s'ils ont l'apparence, les origines des mots anciens, ne sont pas les mêmes mots. Et donc il se joue quelque chose d'extrêmement important. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais vous faire une petite pause, je n'avais pas prévu de commencer comme ça. C'est parce qu'en fait, ce phénomène de transformation de la langue, il n'est pas propre à la situation rwandaise, il n'est pas propre à la situation coloniale, c'est un phénomène normal, où il se joue des rapports de pouvoir. Et il a été très bien décrit par un juif allemand qui a vécu à Berlin pendant la guerre et la tentative d'extermination totale des juifs par les nazis. Il a vécu caché dans un appartement à Berlin. Et il récupérait tout ce qui... Pour son livre, c'est un intellectuel, un philologue, il récupérait tout ce qu'il trouvait comme support écrit, que ce soit de la publicité et autres. Et il a fait une analyse absolument extraordinaire sur justement comment, à un moment donné, une idéologie ne pas simplement un véhicule dans les discours, mais dans la langue même. C'est-à-dire qu'elle contamine la langue. Et que c'est ce poison de la langue, d'une langue qu'on ne peut pas éviter, puisque c'est la nôtre. C'est de ce poison distillé dans la langue que naît un certain nombre de cercles, on va dire de syllogismes mortifères. Alors je vais vous lire, je ne résiste pas à l'envie de vous lire une citation de ce monsieur qui s'appelle Klemperer, Victor Klemperer. Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l'hitlérisme? Était-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels, leurs déclarations à tel sujet, leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme? Non. Incontestablement, car beaucoup de choses demeuraient incomprises par la masse ou l'ennuyée du fait de leur éternelle répétition. Non, l'effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux. Il ne fut obtenu par rien de ce qu'on était censé d'enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Donc mon hypothèse était, je demande ensuite, pas forcément ici, mais c'est vraiment mon souhait de la confronter à l'expérience des Rwandais, c'est bien que la langue même a été contaminée, que certains mots ont été contaminés, qui a permis le génocide. Une remarque, juste pour ne pas aller très loin, rester sur Hutu et Tutsi. À la fin des années 50, il s'est produit ce que les promoteurs de cet événement ont appelé une révolution sociale. Moi, ce qui me frappe, c'est dans les discours qui succèdent, c'est qu'en fait, on aurait pu s'attendre à ce que un mouvement révolutionnaire déconstruise
des étiquettes qui assignaient une place sociale aux uns et aux autres. Et là, on est en face d'un phénomène très particulier, c'est que il n'y a pas de déconstruction, mais il y a au contraire une espèce de validation de ce que des représentations coloniales à l'égard des Hutus et des Tutsis. Et qu'on ne fait pas, d'une part, on conserve l'idée qu'il y a une racialisation de cette catégorie, que ça correspond à des groupes biologiques distincts, et d'autre part, il y a quelque chose qui est très étrange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les discours une fierté Hutu qui est cultivée, mais on reste à une assignation par les discours des gens qui se présentent comme étant pour la promotion et l'émancipation des Hutus. On reste dans un discours qui assigne aux Hutus dans leur globalité une position d'opprimé en danger permanent. C'est-à-dire qu'ils ne quittent pas cette position d'être en danger d'un retour de l'oppresseur. On ne déconstruit pas les choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une assignation identitaire et qui n'est pas une ouverture, une libération, mais plutôt une crispation sur des stéréotypes, en déplaçant légèrement les stéréotypes, en diabolisant des Tutsis qui avaient été idéalisés à un moment donné. Mais en fait, fondamentalement, on ne change pas le jeu de sens. On fait évoluer l'intérieur des mots, mais on ne change pas la donne sociale. C'est-à-dire que là, après, on perdure à des assignations et la position à laquelle les Hutus sont assignés, et ceux qui ont marqué les Hutus sur leur papier sont assignés, est une position de ressentiment permanent. Je ne dis pas que les Hutus, à ce moment-là, ressentent le ressentiment, éprouvent du ressentiment, mais que c'est ce que les mots et ce que la position que les mots et que le discours à sa tête assigne. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant d'analyser, c'est-à-dire dans le pouvoir des mots. Il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que les mots ne sont pas simplement là pour signifier quelque chose, ils sont là pour faire lien. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je fais lien avec ceux qui partagent mes idées. Et il y a des mots signes comme ça, qui vont créer des liens. À partir du moment où le mot Hutu et le mot Tutsi, ce n'est pas leur existence qui est en cause, mais occupe le devant de la scène langagière, par la place qu'on donne, on crée quelque chose. Et on ne crée pas simplement. Mais je pense qu'on crée une réalité et qu'on crée des groupes. Et que ça a forcément une destinée. Et là, à un moment donné, indépendamment des volontés personnelles, là je suis un peu fonctionnaliste, il y a quelque chose qui se met en œuvre et qui n'est pas contrôlé par les gens dans leurs intentions. Mais moi, je suis dans mon analyse, je suis à la fois fonctionnaliste et intentionnaliste, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes, des individus particuliers qui se saisissent de ces dynamiques et qui choisissent de les instrumentaliser. Il s'est passé quelque chose au moment-là, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des mots qui ont occupé le devant, des mots qui ont, avec des glissements de sens, mais il y a aussi des mots qui ont disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par souci de mettre fin à toute trace de féodalité, et il y a plein de contextes de transmission de l'histoire qui ont disparu.
Et donc, quand un contexte ou une parole particulière existe, quand ce contexte disparaît, c'est aussi des mots, des modalités de rencontre, des modalités d'interrogation de son histoire qui disparaissent. Donc, pour moi, ça ne compte pas pour rien dans le destin de la langue rwandaise. Ensuite, il y a des mots, des associations nouvelles qui apparaissent. Quand on crée ce qu'on traduit par peuple majoritaire, on crée une réalité et on crée deux groupes et on crée une dignité et une indignité. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Et ça aussi, ça a son destin. Dernier exemple. En fait, l'idée de faire, l'idée de mener un certain nombre d'actions, il y a des choses qui sont légitimes. C'est passé par la langue du quotidien. Quand on utilise le mot Muganda, qui est un mot avec une histoire noble d'entraide, on en fait un travail obligatoire d'une certaine manière, enfin, organisé d'une manière, on prend appui sur une tradition avec un certain nombre de valeurs qui étaient cultivées, on en fait autre chose. Et on organise les gens dans une modalité de rencontre et de travail. Quand on dit, dans la région de Bidogoué, il y a un Muganda spécial à faire, on a toujours le même mot. Mais le Muganda, il ne s'agit plus simplement d'améliorer le paysage ou les infrastructures, il s'agit d'exterminer le groupe de Baboué qui est là. On a un glissement d'imaginaire, on a manipulation d'un imaginaire positif pour en faire une forme d'acte social partagé, de banalisation d'une action et de légitimation. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelque chose qui rend banal un acte de tuer et qui le légitime par ailleurs. Et ce mot-là, il est porté par des hommes qui sont supposés être respectables parce qu'ils sont au pouvoir. Et que, anthropologiquement, on pense que le pouvoir est quand même là pour protéger les gens. C'est ça l'incohérence. C'est que les fondements anthropologiques des relations humaines soient mis complètement par terre pour faire le contraire de ce poste. Voilà. Je m'arrête. Mais j'espère en tout cas que le débat sera nourri ensuite par vos questions. Je passe la parole à Alain Gauthier pour nous rendre compte un peu de toutes les démarches qui ont été suivies depuis concernant la poursuite d'un certain nombre de personnes. Merci. Bien, merci. Alors, il m'a été demandé de parler du bilan des procédures judiciaires en France concernant les présumés génocidaires. Si je voulais être un peu cynique et terminer en une minute, il me suffirait de dire qu'à ce jour, il n'y a eu aucun procès en France et que, effectivement, le bilan est vite fait. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche. Alors,